demander aux organisateurs du Voice of Addiction to please come up, say a few words. Et puis, leur lauréat, s'il veut dire un mot sur... hein. Bonjour à tous. Alors, on a eu le plaisir cette année d'organiser une première session jeune au congrès de l'Albatros. On a voulu monter ça sur un format un petit peu différent des sessions habituelles et donc on a créé un format qui est sur le format du radio-crochet The Voice de TF1. Alors, je vais faire très très court vu que le temps nous est compté. Pour tout vous expliquer, on a sélectionné 6 candidats. Parmi ces 6 candidats, ils ont tous présenté leur recherche en 5 minutes devant un jury de 3 coachs. Et donc là, mes premiers remerciements, évidemment, ils vont vers ces coachs qui nous ont beaucoup aidés, qui ont été très punchy, très dynamiques. Donc j'aimerais remercier Hélène Donadieu-Rigol, le docteur Laurent Carilla et le docteur Benjamin Roland. Et donc pour continuer dans les remerciements, on tient tout particulièrement à remercier donc, le professeur Benyamina et l'organisation du congrès de l'Albatros. C'est une très bonne chose que nous les jeunes puissions avoir la parole. Donc voilà, on les remercie particulièrement. Et donc, on va passer au gagnant. Donc, c'est un interne nantais. Il s'agit donc de Benoît Schreck qui a gagné donc, la première session de The Voice of Addiction. Bravo Benoît. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et donc, je suis bien The Voice of Addiction 2018. Merci. Donc, en fait, je suis interne à Nantes donc, en psychiatrie. Je travaille... donc dans le service d'addictologie du CHU de Nantes avec le professeur Marie-Carle Bronek. Et donc ma thématique de recherche, c'est le SLAM. Le SLAM, c'est l'injection de psychostimulants par voie intraveineuse dans un contexte sexuel. Et la première partie de mon travail, c'est une étude qualitative qui vise à identifier les motivations des slammeurs à avoir cette pratique particulière. Et donc, pour l'instant, on est sur le début du travail. L'objectif aussi, ça sera après de faire une partie plus quantitative sur un plus large échantillon, probablement multicentrique. Et donc, je tiens vraiment à remercier la FEP, la JPJA, le congrès de l'Albatros, et puis mes 2 directrices de thèse de sciences, qui sont le professeur Graal Bronek et le docteur Caroline Vigneault. Voilà, je vous remercie. Bravo. Merci Benoît, merci aux jeunes. Et vraiment, l'atelier, le Voice of Addiction, ça a beaucoup plu. J'ai vu les gens sortir et j'ai même cru entendre une histoire d'addiction à la carotte. Il faut que vous me racontiez ça. Alors ensuite, pour le prix de l'innovation clinique qui a été sponsorisé et soutenu par la Camurus, qui est une compagnie à qui on doit vraiment des grands remerciements. Alors on avait 4 lauréats, 4 nominés. Donc d'abord Aurélia Gay qui a fait un travail sur l'intérêt de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive dans l'addiction aux jeux de hasard et d'argent. Aurélia, veux-tu venir présenter 3 minutes? Bonjour à tous. Donc, mon travail portait effectivement sur l'intérêt de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive dans l'addiction aux jeux de hasard et d'argent. L'addiction aux jeux de hasard et d'argent est actuellement la seule addiction comportementale reconnue dans le DSM-5 et nous ne disposons pas à l'heure actuelle de traitement biologique validé pour ce trouble. Pourquoi s'intéresser à la RTMS ? Car il s'agit d'une technique de neuromodulation non invasive qui a déjà montré des résultats prometteurs essentiellement dans les addictions aux substances sur le craving et en ciblant le cortex préfrontal dorsolatéral. Nous avons donc mené une étude exploratoire, contrôlée, randomisée, en crossover, incluant 22 patients souffrant d'une addiction aux jeux de hasard et d'argent. Chaque patient recevait à 7 jours d'intervalle une séance active, une séance placebo, de RTMS à haute fréquence, ciblant le cortex préfrontal dorsolatéral gauche, repéré par neuronavigation. Et nous évaluions les effets immédiats de la RTMS sur le craving stimuli induit autorapporté, sur la réactivité physiologique au stimulus mesurée par l'activité du système nerveux autonome et sur le contrôle cognitif mesuré par l'inhibition de la réponse et la prise de décision.
Et nous évaluons également l'effet de la RTMS sur les comportements de jeu les 7 jours suivant la séance. Notre étude a pu montrer, après la séance active, une diminution significative du craving stimuli induit auto-rapporté, mais sans effet sur les autres paramètres mesurés. Point important, le traitement était bien toléré et ces résultats prometteurs sont juste à nuancer par la difficulté à induire le craving et la variabilité de la réponse. Enfin, avant d'envisager une application thérapeutique de la RTMS dans l'addiction aux jeux de hasard et d'argent, il serait nécessaire de mener d'autres études sur de plus larges échantillons de population, évaluant l'effet de séances répétées de RTMS, en optimisant les paramètres de stimulation, peut-être en évaluant son effet sur d'autres cibles, et au-delà, en proposant des protocoles personnalisés, adaptés au profil de chaque patient. Je vous remercie. Très bien. Aurélia, s'il te plaît. Alors donc du coup, et puis votre équipe c'est bien Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, quand même à rappeler nos équipes. Alors ensuite, deuxième nomination, c'est l'équipe avec Geneviève Lafaille, Alix Gonneau du CERTA qui ont fait Protocol It's Virtual Imagination Therapy versus Virtual Reality Therapy Use in Alcohol Use Disorder. Alix, 3 minutes. Donc on a voulu présenter le protocole X Virtual. C'est vrai qu'aujourd'hui, toujours quand même les addictions, c'est une problématique majeure en France, et notamment pour nos patients, maintenir l'abstinence ou en tout cas faire face à leur craving. Donc aujourd'hui, beaucoup des techniques utilisées viennent donc du coup des TCC, mais comportent toujours certaines limites. C'est vrai qu'avec le nouvel outil qui vient d'arriver, qui est la réalité virtuelle, on a vu des débuts très prometteurs, notamment avec les troubles anxieux et les phobies. Nous, ce que nous avons voulu voir, c'est qu'il y a beaucoup d'études quand même qui ont été faites par rapport au tabac. Nous, là, ici, nous essayons de monter un protocole sur en fait, les patients qui ont des troubles avec l'alcool. Donc du coup, ça va être une étude qui va durer sur à peu près 12 mois, avec en fait 8 séances plus un suivi sur 4 mois. Ce que nous voulions vraiment en fait avec cette étude, c'est pouvoir prouver l'efficacité de la réalité virtuelle, donc en opposant en fait avec en comparaison la thérapie en imagination, sur ensuite vraiment les points en fait secondaires qu'on voulait aborder, c'était pouvoir aussi montrer que en fait la réalité virtuelle avait notamment un intérêt sur les patients qui avaient du mal à se projeter, parce que justement en imagination ça peut être compliqué, donc là de pouvoir se projeter dans un environnement bienveillant en compagnie des soignants, et en plus aussi sur les patients qui avaient du mal à verbaliser leur craving, à pouvoir noter leur intensité. Tous les patients qu'on peut avoir en fait, les patients alexithymiques, montrer que ça pouvait avoir un réel intérêt. Merci Alix, merci. Bien. Alors, donc du coup, je me perds dans mes papiers. Oui, troisième nominé, c'est Jean-Philippe Lang qui a proposé un travail sur les pratiques de soins intégrées addictologiques en psychiatrie. Exemple du Centre des Toises en Suisse. Jean-Philippe, 3 minutes. Je ne vais pas vous le faire en Suisse. Bonjour, merci à tous pour votre accueil. Merci beaucoup pour votre nomination. Je me présente brièvement, Jean-Philippe Lang, je suis psychiatre addictologue français. Je suis professeur conventionné de psychiatrie à l'Université de Strasbourg et je travaille depuis 1 an sur un double poste à l'ARS Grand Est où je suis conseiller santé mentale à l'offre sanitaire en charge des projets de territoire en santé mentale et conjointement une activité pour un groupe de cliniques privées suisses de psychiatrie ambulatoire, adultes et pédopsychiatrique. C'est dans ce cadre-là qu'on m'a chargé de développer des pratiques de soins intégrés psychiatriques, en tout cas en psychiatrie pour l'addictologie. Sachez qu'en Suisse, les modalités de tarification sont complètement différentes, elles sont au temps, ce qui fait qu'effectivement on a le temps de faire un certain nombre de choses. Donc l'idée était principalement, avec un mode de fonctionnement assez simple, où psychologues, pédopsychiatres et psychiatres reçoivent en première intention très rapidement et dans leur langue maternelle les patients qui leur sont adressés, de pouvoir
de manière assez systématisée, faire qu'ils repèrent l'ensemble des usages, qu'ils repèrent les conduites à risque, qu'ils repèrent les conséquences, qu'à l'aide d'une échelle, la Rapid Addiction Profile, ils puissent orienter vers une consultation ressources. Ça existe en Suisse, ça s'appelle un concilium, où effectivement on peut demander à un professionnel d'apporter un avis conjoint. L'idée étant de ne pas transposer les patients de leur psychiatre référent adulte ou enfant vers un référent addictologue. Ensuite, effectivement, les patients peuvent être accompagnés dans une unité de soins intégrés addictologiques conjointement, mais c'est toujours le psychiatre, le pédopsychiatre, le psychologue référent qui suit le patient en continu, quitte effectivement à ce qu'on voit les patients de manière conjointe. Ceci s'appuie aussi sur une évaluation des besoins et des difficultés des usagers à l'aide d'une échelle lausannoise qu'on appelle l'ELADEB, qui est effectivement assez pragmatique et qui permet très simplement à un patient de faire le tri sur l'ensemble de ses urgences, de telle manière à ce que certains leviers motivationnels puissent être levés justement et que le projet de soins puisse s'adapter au projet de vie de l'usager. Je vous remercie. Merci Jean-Philippe. Et dernier projet nominé, c'était encore un projet du CERTA avec Cora van der Merstein, Amine Benyamina, Henri-Jean Aubin et Amandine Lukiens. Faisabilité et résultats préliminaires du programme de prévention de la rechute basé sur la pleine conscience chez les patients présentant un trouble de l'usage à l'alcool. Cora, 3 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, donc du coup, effectivement, on a essayé d'évaluer la faisabilité, l'acceptabilité et les bénéfices du programme MBRP, donc prévention de la rechute basée sur la pleine conscience, pour le traitement du trouble de l'usage de l'alcool. Aujourd'hui, la forme de thérapie qui a le niveau de preuve le plus élevé sont les thérapies comportementales et cognitives. Certains patients semblent être résistants à cette thérapie-là. Et ça peut être aussi en lien avec des difficultés au niveau du contrôle inhibiteur des patients. Il se trouve que la pleine conscience apprend l'acceptation des expériences internes et externes et donc du coup permet aussi plus facilement de ne pas être dans des réactions automatiques et de ce fait favoriserait le contrôle inhibiteur chez les patients qui ont un trouble de l'usage de l'alcool. Donc, du coup, on a évalué le programme MBRP, qui est un programme de groupe sur 8 séances, qui intègre à la fois des éléments de TCC, de prévention de la rechute, et des éléments de pleine conscience, d'entraînement à la pleine conscience. On a évalué 3 fois, une fois à l'inclusion, une fois à 3 mois et une fois à 6 mois. Au niveau de la faisabilité, on a trouvé qu'en moyenne, les participants participaient à 6,6 séances sur 8. Qu'ils se servaient toujours des techniques de mindfulness pour faire face à des situations à risque, même à 6 mois, et qu'ils avaient même en grande partie une pratique formelle très régulière de pleine conscience pour la moitié des participants encore à 6 mois. Pour les résultats un peu plus d'ordre de l'efficacité, on trouve qu'il y a une réduction significative de la fréquence du craving, une augmentation du niveau de pleine conscience et une augmentation de la flexibilité psychologique, et tout ça à 6 mois. On a aussi trouvé des corrélations assez intéressantes entre les concepts. Donc on a trouvé que le niveau de pleine conscience est corrélé négativement à la dépression, à l'anxiété, aux consommations d'alcool, à l'impact de l'alcool sur la qualité de vie, au craving. Donc voilà, globalement, plus le niveau de mindfulness est haut, mieux les gens se portent. Donc, on peut en tout cas dire que c'est un programme qui est faisable dans des services d'addictologie français. Surtout, c'est intéressant quand il s'agit éventuellement de rendre accessibles des ressources psychologiques comme la flexibilité psychologique et la mindfulness pour faire face à des situations à risque. Voilà. Merci. Bon, je vous l'avais dit, c'était vraiment 4 très beaux projets, très innovants et le choix fut extrêmement difficile.
Alors, le lauréat 2018 pour le Grand Prix d'Albatros pour la meilleure innovation clinique va à Aurélia Gay pour la stimulation transcrânienne répétitive. Aurélia, hein? Merci. Alors, donc, bah oui, bon, j'ai promis 30 minutes, top chrono. Alors, ensuite, le prix pour la recherche originale pour l'Albatros 2018. Alors, le jury a fait la grasse mat après la grande soirée hier. Donc, du coup, je dois présenter. Là encore, le choix était extrêmement difficile. Donc, du coup, les quatre nominés, Virgile Clergue, j'espère que pour les Early Predictors of Trajectories of Tobacco Smoking from Adolescence to Young Adulthood. Virgile. Bonjour. Donc, je suis Virgile Clerduval, je suis donc assistant dans l'unité d'hospitalisation de médecine addictologique à Fernand Vidal à Paris et j'ai réalisé donc ce travail dans le cadre de mon Master 2 dans l'équipe de recherche en épidémiologie sociale sous la direction de Maria Melchior et Muriel Marie-Cross. Donc on s'est intéressé aux facteurs prédictifs de l'adolescence et de l'enfance sur les trajectoires à long terme de tabagisme, donc à l'âge adulte des sujets. Pour ça, on s'est basé sur les données de la cohorte Tempo, qui est une cohorte française avec 16 ans de suivi depuis la fin des années 90. Donc on a, en fait, à partir des données de la cohorte, utilisé une méthode de modélisation de trajectoire, la Group Based Trajectory Modeling, qui permet de modéliser les trajectoires à partir de données, de mesures répétées dans le temps sur un suivi longitudinal. Donc on a modélisé les trajectoires de consommation des sujets et on a étudié les facteurs de l'enfance et de l'adolescence associés au niveau de consommation de tabac entre les différentes trajectoires. Donc on avait retrouvé 5 trajectoires, une trajectoire prédominante de non-fumeurs qu'on a mis de côté pour l'analyse suivante et 4 trajectoires de tabagisme, 3 de tabagisme persistant à différents niveaux, faible, intermédiaire et haut, et une trajectoire avec un tabagisme plutôt élevé, suivi d'un arrêt autour de 30 ans. Et donc on a étudié les facteurs et on a remarqué, donc on a trouvé une association entre le niveau de tabagisme et différents facteurs de l'enfance qui sont l'âge d'initiation au tabac et au cannabis, les difficultés scolaires et le tabagisme parental. Donc voilà, pour nous, ça souligne l'importance de s'intéresser à ces facteurs sur un parcours de vie et sur un parcours de trajectoire de tabagisme, en s'intéressant aux facteurs du début de la vie pour leur association et donc la prévention du tabagisme futur des futurs adultes. Merci. Très bien. Alors, ensuite, deuxième nominé, c'est Victor Echeverry avec le groupe d'Amiens pour Revisiting Baclofen in the Treatment of Alcoholism. Just a question of enantiomer. Victor, s'il vous plaît. Merci, bonjour. Okay, our project is based on baclofen. It's about baclofen. The market of baclofen is composed by 2 different enantiomers in proportion 1:1. It's a racemic mixture. It's the enantiomer R-baclofen and S-baclofen. Our objective was to study the effects of these 3 kinds of molecules, the R-baclofen and S-baclofen, and compare with the efficacy of S-baclofen in one animal model of alcohol dependence. Okay, and regarding the efficacy in alcohol intake, in reducing the alcohol intake, we observed that the R-baclofen is more effective and is more effective than S-baclofen, than the racemic baclofen, and is effective at low doses, from low doses until high doses. Regarding the enantiomer S-baclofen, the S-baclofen,
We didn't observe any results regarding about the efficacy in alcohol consumption or craving. We observed also the higher efficacy for the enantiomer R-baclofen compared with the RS in craving behavior, reducing the craving behavior for alcohol. And after this result, we test these molecules for side effects in locomotor activity, for sedative effects of these molecules, and we didn't observe motor alteration, motor impairments in medium, low and medium doses of R-baclofen with doses with high efficacy. For this reason, we can conclude that the R-baclofen is more effective to reduce the alcohol intake, reduce the craving for alcohol without less side effects than S-baclofen, than the marketed baclofen. And now we are focusing to study the variability, the individual variability between animals to respond for baclofen, because this variability is observed in humans too. And the next step would be the analysis of the different pathways, the possible different pathways of action of the R-baclofen and S-baclofen, because it's possible that the brain structures and neurotransmission would be different, could be different. Okay, merci beaucoup. Alors, troisième candidat, c'est Oussama Kibir et l'équipe de Sainte-Anne pour la consommation de cannabis chez les jeunes, un perturbateur épigénétique de la maturation cérébrale. Est-ce que Oussama est dans la salle? J'ai pas vu Oussama, il a fait la grasse mat. Oh, bon, donc du coup, je ne sais pas si je saurais dire grand-chose, mis à part, donc le cannabis est un facteur environnemental à risque pour les troubles psychotiques, mais il est également associé aux troubles de l'humeur et l'anxiété. Ces troubles sont des maladies complexes qui font intervenir une variabilité génétique et ou développementale. Avec une exposition environnementale à risque, il semble exister une relation dose-effet, particulièrement sur le risque d'une transition psychotique. Donc ainsi, la présence d'une dépendance au cannabis et l'augmentation rapide du niveau des consommations sont associées avec un risque accru. La dysrégulation épigénétique est un des mécanismes moléculaires pouvant expliquer les conséquences des fortes consommations de cannabis au niveau du génome. Donc, dans cette étude, ils ont examiné les changements longitudinaux dans le temps et des niveaux de méthylation. Alors, les analyses ont identifié des changements méthylomiques significatifs au niveau des promoteurs de plusieurs gènes pouvant constituer une signature épigénétique de l'effet du cannabis sur l'épigénome. En intéressant particulièrement aux individus ayant augmenté leur consommation de cannabis, les analyses ont été croisées avec des données obtenues d'un séquençage au niveau du cortex préfrontal des rats exposés au cannabis comparé à des rats non exposés. Cette analyse a pu identifier l'implication de la voie ROBO1, jouant un rôle important dans la guidance axonale, un processus clé dans la maturation cérébrale. Donc, du coup, des choses intéressantes au niveau du cannabis et la psychose. Voilà. Alors, donc, du coup, pour le quatrième nominé et candidat, c'est encore l'équipe de Fernand Vidal. Et c'est Thomas Millepied qui n'est plus en France, et c'est Florence Worschmann qui va présenter en 3 minutes son projet. Merci Florence. Merci beaucoup Lisa. Alors effectivement, Thomas Millepied n'est plus ici puisqu'il fait son dernier semestre à Fort-de-France, donc il est absolument désolé de ne pas être avec nous. Et donc c'est un travail qu'il a effectué quand il était interne avec nous à Fernand Vidal. Donc l'idée c'était de regarder
les modifications de différents marqueurs immunologiques chez des patients cocaïnomanes et de les comparer à des témoins. Donc c'est une étude transversale qui a consisté à regarder avec une technique assez intéressante de polymérase chain reaction pour amplifier ces biomarqueurs dans le sang périphérique et qui permettait de regarder en même temps à peu près 200 cytokines et marqueurs immunologiques. Et donc, j'ai ma petite note pour vous dire que quand on comparait donc, nos 74 sujets cocaïnomanes qui avaient bien voulu nous donner des prélèvements plasmatiques à des sujets contrôle, on retrouvait que le TNF-alpha, l'interféron gamma, l'IL-2, l'IL-4 et l'IL-17A, l'interleukine 17A, étaient significativement plus élevés dans le plasma de nos patients cocaïnomanes par rapport à des témoins. Mais par contre, ce qu'on voulait faire, qui était de différencier parmi ces 74 patients ceux qui étaient des cocaïnomanes actuellement usagés de ceux qui étaient sevrés depuis plus d'un mois, on était à peu près à moitié-moitié dans cet échantillon, mais on ne retrouvait pas de différence significative, ce qui contredit un peu ce qui a été retrouvé dans d'autres équipes, pourtant avec des échantillons parfois plus faibles. Et donc nous n'avons pas pu différencier nos patients cocaïnomanes actifs des patients cocaïnomanes sevrés sur ces marqueurs immuno-inflammatoires. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte ces mêmes mesures de façon prospective, donc chez les mêmes sujets quand ils entrent en soins et quand ils maintiennent l'abstinence, et on espère qu'on pourra avoir comme ça des résultats en appariant les sujets étant leurs propres témoins, de pouvoir voir des différences de marqueurs et d'évolution dans le temps au moment où l'abstinence s'installe et se maintient. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, comme vous pouvez voir, l'ensemble des projets était vraiment très intéressant. Beaucoup d'innovation et vraiment ça montre que la recherche en France, c'est vraiment très dynamique. Il faut bien choisir un lauréat pour le prix de la recherche originale en France pour l'Albatros 2018. Et le lauréat est Victor Echeverry pour Revisiting Baclofen in the Treatment of Alcoholism. Bravo. Merci. Donc, je voudrais vraiment, sincèrement remercier toutes les équipes qui ont soumis les projets. Vraiment, on a eu du mal à choisir. Et on vous attend l'année prochaine donc, pour vos projets cliniques parce que c'est très important et il y a des bénéfices directs pour nos patients, pour vos recherches originelles et puis également les jeunes. Il y a la place pour tout le monde. Donc merci à tous et puis l'atelier suivant. Merci.